Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Tales of the Rift. Rift. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Eled, Exactement, Eled ou Valentin. pour les intimes. Exactement, co-créateur de Tales of the Rift, donc avec Pride, donc Nico, je vais l'appeler Nico tout le long de la On vidéo, le connaît un peu, ouais. et Seb et Arnaud. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu, donc ça va être ok, je commence à tout casser. La première vidéo d'une série de Faction Focus pour vous aider à choisir l'armée vers laquelle vous voulez vous orienter. Est-ce que vous êtes plutôt un savant zencheux dans l'idée ou un espèce de gros joueur ogre qui va préférer très certainement ce qu'on a aujourd'hui. Donc on va commencer avec une première vidéo Faction Focus sur la faction des rouges sang. On va suivre un schéma un peu classique par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire une première partie de fluff. Je crois que c'est la partie que tu préfères d'ailleurs. Exactement, celle que j'adore. Avant de passer sur les règles générales classiques, qui sont au nombre de 3, si je ne dis pas de C'est bêtises. ça, exactement, 3 règles par faction. Et de passer ensuite sur les War Scrolls, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment ça se joue et comment vous allez pouvoir casser le metagame avec cette guilde. Non, pas tout à fait, c'est pas le bon mot, cette maison. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lore, qui sont ces individus, pourquoi ils sont tous en rouge, pourquoi ils sont tous en feu, tout ça, ils sont tous énervés comme ça. Avec grand plaisir, même si, je le rappelle, l'ensemble de l'histoire donc du fluff de Tales of the Rift a été écrit et inventé par Nico, Pride, et du coup je suis pas maître en la matière, je vais essayer de lui faire honneur, mais je promets rien. Les Rouchans, c'est une maison d'Antalion, donc une maison de mages, Antalion étant une cité insulaire qui a été fondée par des mages, et la maison Rouchant est une maison fondatrice de la cité. C'est une maison relativement importante, si ce n'est très importante. C'est une maison très militarisée, pardon, assez noble, arrogant, orgueilleux. Ça se voit bien dans les postures des figurines. Ouais, exactement. Des figurines et des cartes. Mais c'est vrai que pour certains, c'est assez exacerbé au niveau de... Mais c'est exactement ça. Ils sont des mages, donc pour faire simple, les mages canalisent l'énergie laétaire pour créer de la magie, en fait. Ils la canalisent grâce à une émotion directrice. Donc l'ensemble des mages, hein. Chaque maison ayant une émotion différente. L'émotion directrice des Rouchants, c'est la colère. Okay, et la magie créée par cette canalisation est le feu, grosso modo. J'avais pas deviné. C'est vrai? Ouais, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Hein. Leur fief, leur palais forteresse, qui s'appelle Ardennes, il flotte sur un rocher au-dessus d'Antalion, et c'est un rocher mobile, et ce qui est pas plus mal pour éviter tous les désagréments liés aux différents accès de colère que pourraient avoir nos amis de la maison. C'est une maison très militarisée, comme je l'ai dit. Typiquement, Agarès, qui est le patriarche de la maison, a été général des armées d'Antalion lors de la guerre contre les communs. Alors, qui, pour rappel, les communs sont des humains sans pouvoir particulier. Donc, les communs, ce sont actuellement les Aethergib. Okay. Quoi dire de plus sur cette faction? Ils aiment particulièrement chasser du coup le commun. C'est sans doute ceux qui ont le plus persécuté les communs sur le continent d'Oriar lors des grandes chasses et des grandes purges. Et d'ailleurs, ça a tellement marqué en fait le peuple des communs, donc l'ensemble des humains normaux, que même à l'heure actuelle, le feu et la flamme, ils les utilisent pas. Ils sont traumatisés, quoi. Totalement traumatisés, presque jusque dans les gènes en fait, des générations après, ils ont appris à utiliser l'aéther d'une autre manière, sans utiliser le feu, parce que le feu, pour eux, est signe de destruction, de rouchant, de douleur, etc. Est-ce qu'ils ont des interactions particulières avec les autres maisons, d'un point de vue, je sais pas, social, politique, conflictuel, ou ce genre de choses? Oui, bien sûr. Après, comme c'est une maison importante, on l'a dit, Agarès étant le général des armées, Agarès le patriarche, la maison, c'est une maison qui est très très importante, qui a beaucoup d'influence au sein de la cité d'Antalion. Après, c'est toujours relatif, c'est-à-dire qu'il y a toujours des guerres entre maisons, pour du pouvoir, pour de l'information, pour de l'influence au conseil, parce qu'il y a un conseil qui regroupe l'ensemble des patriarches de factions qui dirigent la ville d'Antalion. Et oui, elle est respectée, mais forcément en ayant du pouvoir. Envié. Voilà, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, on en parlera sûrement plus tard quand on parlera d'une autre maison. Et concernant en fait les communs et les mages, au début, évidemment, c'était tous des humains plutôt standards, et certains se sont rendus compte que lors d'accès d'émotions, par exemple en l'occurrence de colère, il y a des effets qui se produisaient. Et genre il devenait tout rouge, quoi. Genre, il devenait tout rouge, et à tout hasard, une boule de feu sortait de sa main. Et enflammait le voisin, par exemple. Ce genre de choses. Et du coup, ils se sont regroupés entre eux, en fait, ces gens-là, et ils ont commencé à se rendre compte que finalement, ça leur offrait un pouvoir. C'est comme ça qu'ils sont allés fonder Antalion. Okay. En gros, à la base, les mages étaient des communs, parce qu'ils n'étaient pas au courant de leur pouvoir encore.
Et je parle de là bien avant la période où on se trouve actuellement. Mais c'est comme ça, si vous voulez, que ça s'est fondé une cité. C'est-à-dire que toutes les personnes qui maîtrisaient plus ou moins la colère avec le feu, par exemple, se sont ralliées ensemble, ont commencé à faire des enfants ensemble, entre eux, et c'est comme ça que les maisons se sont créées. D'accord, donc c'est des gens qui ont des points communs vis-à-vis de l'éther, etc., De qui leur sont affinité. regroupés pour créer plus tard les maisons, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Et du coup, après, ils sont restés entre eux, avec tout ce qu'on sait sur la consanguinité, pour garder, on va dire, le sang pur des manipulateurs, de la colère, de l'envie et d'autres émotions. Donc on va passer tout de suite à la partie jeu, règles. Donc comme c'est la première fois, on va vous parler un petit peu de la façon dont on va aborder ces dernières. Donc dans un premier temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va attaquer vraiment les règles de faction, puisqu'il y en a 3 à chaque fois pour chaque maison. Et ensuite, on va rentrer un petit peu plus en détail sur les chartes d'unité. Les fiches de fiches personnages. de personnages. J'ai tenté, hein, j'ai pas voulu dire War Scroll, attention. Non, non. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des 3 règles propres à la Maison Rouge Sang? Bien sûr. Donc, pour rappel, il y a chaque maison ou chaque faction ont 3 règles, dont une qui est spécifique à la façon de marquer des points de victoire. D'accord? Ce qui est le but dans Tale of the Rift, marquer le plus de points de victoire que son adversaire. Pour les 2 règles principales, nous avons la canalisation. C'est une règle qui est là pour fiabiliser le côté offensif de la faction. En gros, avant de lancer les dés pour effectuer une attaque, vous pouvez choisir de canaliser. Si vous le faites, Ça fait mal. vous allez pouvoir relancer vos jets d'attaque qui ont échoué, tout en gardant ceux qu'on réussit. Donc ça, évidemment, vous offre une puissance plus importante. En contrepartie, En contrepartie, à la fin de l'activation, vous allez lancer un dé, et sur un symbole attaque, votre personnage qui a canalisé va perdre un point de vie. Il n'y a pas de jet de défense, c'est un point de vie automatique. C'est le principe de jouer avec le feu, pousser à l'extrême ses capacités offensives, tout en acceptant de prendre un contre-coup. parce qu'on est quand même, pour positionner un petit peu ça, vu qu'on n'a pas encore attaqué les différents personnages, non pas unités, on est quand même sur une faction qui de base est très offensive, qui n'est pas forcément une faction de contrôle à proprement parler comme on peut retrouver chez les autres. On est quand même sur une faction qui va s'orienter très certainement un petit peu plus que les autres vers de la bâche et disons pour tuer les personnages adverses, quoi. Je suis assez d'accord. Même si on a des options quand même pour faire du contrôle, on y reviendra après. Mais c'est vrai que c'est une faction, enfin, on voit une des règles principales, c'est une règle qui est là pour la létalité pure et dure. D'autre part, la règle canalisée s'applique également à d'autres cartes qu'on verra un peu plus tard. Donc pas uniquement pour les attaques. Pas uniquement pour les attaques. La deuxième règle de la faction est la règle brûlure. Alors, c'est assez simple. C'est une règle qui est également offensive, mais plus sur le tempo, plutôt plus tard dans la partie. Là, on n'est pas vraiment là pour fiabiliser sur un moment T. C'est vraiment une règle qui va vous permettre d'emmagasiner des dégâts indirects sur des personnages. Sur le long terme. Voilà, un dot. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Pour faire simple, dès qu'un personnage subit une attaque avec la règle brûlure, il va prendre un pion brûlure. Jusque-là, rien de compliqué. Sachant que ces pions peuvent se stacker, et à la fin de l'activation d'un personnage qui a des pions brûlure, il va subir une attaque de contact égale au nombre de pions brûlure qu'il a sur lui. Donc, au début, évidemment, c'est pas méchant. C'est pas méchant, mais ça peut monter crescendo, surtout qu'il y a différents outils entre des cartes et des personnages. Il y en a quand même un personnage qui abuse de cette mécanique et qui vaut mieux, je m'en souviens, sécher relativement vite si on veut pas que ça termine mal. Exactement. C'est la partie un peu finalement contrôle, plutôt late game de la faction, où on peut aussi aller chercher des outils là-dedans. Mais il faut savoir que cette règle peut paraître très forte, mais il y a un contre ultime, c'est que les rouchants eux-mêmes sont immunisés à la brûlure. Donc encore une fois, ici on voit en termes de metagame, sur du jeu égal par exemple, les rouchants vont pas spécialement surdominer, surtout si on joue autour de la brûlure, parce que si en tournoi on tombe contre un autre rouchant qui décide lui de jouer un peu plus offensif, plus rentre dedans rapidement, eh ben, on va pas avoir l'avantage, parce que la plus grosse force de notre deck ne s'applique pas à lui-même. Et donc c'est là où on voit justement que les options de création de listes via les personnages qu'on va choisir vont vous permettre d'avoir soit on va dire des listes très thématiques qui vont pas être forcément hyper polyvalentes si vraiment on va tomber sur certains match-up, comme tu l'as dit, avec des vrais contres durs. Et de l'autre côté, on peut faire quelque chose de un petit peu plus polyvalent qui va vous permettre d'avoir en fait aussi de révéler un petit peu plus le niveau du joueur et pas forcément se cantonner au match-up qu'on va avoir, quoi. Tout à fait. Et donc, il y a une troisième règle.
Exactement. La troisième règle que tu vas nous présenter, Bien sûr. c'est la règle de scoring, celle qui vous permet de marquer des points, et c'est commun à toutes les factions. C'est-à-dire que toutes les factions auront une règle pour marquer des points. Donc c'est la règle de l'Aude de la colère qui va vous permettre, de manière normale, à chaque fois que vous tuez un personnage à Tales of the Rift, vous gagnez un point de victoire. On va Exactement. revenir juste après un petit peu sur la façon de marquer des points de victoire, puisque nous ne l'avons pas encore fait et que c'est le premier Faction Focus. Et donc, quand vous êtes avec cette maison, vous allez scorer 4 points de victoire au lieu d'un pour chaque personnage adverse retiré du jeu. Je n'ai pas dit tuer. Non, j'ai rien entendu personnellement. Ouais, tout à fait. Alors, pour rappel, comment on marque des points de victoire? Donc, le but de Tales of the Rift, c'est d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie, donc la partie qui se joue en 5 tours. De manière classique, vous avez deux façons de marquer des points de victoire. La première, retirer un personnage adverse du plateau de jeu. Donc, ça vous fait marquer normalement un point de victoire, mais avec les rouchons, on a vu 4. Et la deuxième manière, c'est d'utiliser une action pour raffiner une faille d'éther. Donc, encore une fois, si vous raffinez un pion faille, ce sera un point de victoire. Et si vous raffinez la faille centrale, c'est 2 points de victoire. Alors pour revenir un petit peu justement sur cette mécanique de faille, ça va être des points qui vont être disposés sur la carte hexagonale, et là on vous renvoie aux différentes vidéos de jeu que vous avez pu voir. Et donc voilà, ce sont des endroits qui sont prédéfinis sur la carte, on les connaît en amont, et donc voilà, ça vous permet aussi d'avoir une manière alternative de marquer des points, pas uniquement d'aller chercher les personnages adverses, même si c'est particulièrement intéressant avec la faction rouge sang. Cette dernière règle a été très compliquée à équilibrer. On a fait énormément de tests et énormément de changements. À la base, on était à 2 points marqués, donc 1 en plus que la normale. On est monté à 3, on est monté à 4, on est redescendu à 3, et finalement, j'ai convaincu Pride qu'on remonte à 4. Alors pourquoi? C'est assez simple en fait. Parce que c'était ton armée préférée. Non, 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 pas spécialement. Mais on a fait, c'est simple, on a comparé avec tout ce qu'on avait à côté. En moyenne, sur une partie, on va affronter entre 4 et 5 personnages. Donc potentiellement, la règle peut nous apporter entre 12 et 15 points de victoire supplémentaires. C'est globalement ce que rapportent les règles de faction. Des autres. Voilà, c'est exactement ça. Donc on est sur un équilibre. Encore une fois, on a fait le bon choix. Souvent, on s'est retrouvé dans des cas où le rouge-champ domine la partie très rapidement, mais à très peu d'outils de scoring. Ouais. Donc on est arrivé à un équilibre et on est tout à fait satisfait de ça. C'est vrai qu'effectivement, quand on voit de prime abord se dire que ça va marquer 4 fois plus de points, quand on connaît un petit peu aussi la manière de raffiner des failles, etc., c'est vrai que ça paraît beaucoup. Mais c'est vrai que, comme tu as dit, en fait, on a les autres outils de l'autre côté qui permettent C'est aussi ça. de compenser. Donc, on se retrouve sur quelque chose qui, en tout cas, moi, sur les parties que j'ai eu l'occasion de faire, n'a jamais été, nous n'allons pas dire game breaker, mais vous avez tout à fait compris ce que je voulais dire. Non, c'est quelque chose d'important. C'est vrai que c'est une faction létale aussi. On l'a dit, donc les récompenser à prendre des risques et aller à l'offensive, ça nous paraissait normal. Après, il a fallu trouver le juste milieu, Ouais. jusqu'à où, et je pense qu'on l'a trouvé. Enfin, c'est pas je pense, c'est je suis sûr. On va donc passer maintenant aux personnages. Donc on va attaquer les différentes cartes de personnages avec leurs cartes qu'ils peuvent utiliser de manière active, passive, etc. On verra ça tout de suite. Et on va commencer par le plus petit de tous, Vulcain. Vulcain Rouge-Champ, l'héritier, le porteur de la flamme enchaînée. Alors c'est drôle qu'on commence par lui, parce que pour la petite anecdote, c'est le premier personnage que nous avons eu en illustration, mais également le premier que nous avons en sculpture. Et c'est le premier qui m'a table rasée. Aussi, et puis on n'a pas fini. Et si je dis pas de bêtises, c'est le premier qui a été créé par Nico, donc Pride. Si je dis pas de bêtises, sans vouloir lui manquer de respect, il y a fort longtemps, il devait être en terminale, si je dis pas de bêtises, en cours de philo. Ah, c'est juste avant mai 68, je crois. Salut Pride. Hein. Et donc voilà, c'est assez drôle d'attaquer par lui. C'est un personnage qui est très emblématique de la maison. Donc c'est l'héritier, ça veut dire que c'est le fils d'Algarès. C'est le fils aîné et le fils unique. Parce que pour rappel, pour éviter tous les problèmes d'héritage et de guerre de succession qu'il peut y avoir, et de jalousie, les mages ont mis au point un rituel pour assurer que le premier enfant né soit un mâle et que tous les suivants soient des femmes. D'accord. Okay, donc Vulcain est le premier enfant d'Agarès. Depuis son plus jeune âge, il est élevé à la dure dans un seul but, hein, être le futur patriarche de la maison Rouge-Champ. C'est un épéiste émérite, il n'a jamais perdu un combat en duel sur Antalion, parce que oui, les mages aiment de temps en temps se faire des petits tournois entre eux. Il est invaincu, tout simplement. Donc il est porteur de la flamme enchaînée, c'est un artefact qui est la cristallisation
de leur émotion directrice, qui est la colère. Hmm. Ok. Que dire de plus sur lui? Il est assez jeune, il a l'esprit très libre, très vagabond, il en a marre un peu de la pression qu'il peut subir à Antalion, du fait de son rang, hein. Faut pas oublier que, évidemment, beaucoup d'attentes sont sur ses épaules, et il est très content de partir, justement, en expédition au Roc Brisé, où se passe donc le jeu, donc là, sur le plateau. Il est très content de partir là-bas pour, justement, sortir, découvrir le monde. Pas être considéré simplement en tant qu'héritier, mais en tant que lui, sans ses responsabilités, etc. Exactement, quoi. c'est tout à fait ça. Tu as tout à fait compris le personnage. Donc Vulcain Rouchant, c'est un personnage qui vaut 8 points. Pour rappel, dans le jeu égal, vous allez composer votre coterie avec 20 points. Donc vous voyez déjà que là, c'est quasiment la moitié de votre budget. Donc c'est un personnage qui est très important, majeur, évidemment. Mais, comme tu vas le voir, qui n'est pas si résistant. C'est ça. Donc, je vais vous parler un petit peu de la carte du coup. Donc, Vulcain Rouge Sang l'héritier. Donc, c'est un personnage qui a 8 d'attaque de contact, dégâts brûlure, 6 d'attaque à distance, dégâts de brûlure, 6 de portée, 8 de mouvement. Tu vas nous en glisser un petit mot juste après à propos de ça, puisque 8, c'est beaucoup. 5 de défense et 3 points de vie. On va simplement commencer par sa capacité passive, donc impétuosité, qui dit qu'au début de son activation, il peut rentrer de manière très énervée et partir en mode vraiment dégâts, auquel cas il se rajoute 2 mouvements et 2 d'attaque de contact, et il perd 2 de défense. Donc là, il devient complètement glace canon, au cas où monsieur ne le serait pas déjà assez. Est-ce que tu peux nous parler de son, alors on va dire domination, mais on aura peut-être tendance à abuser un petit peu et parler d'ulti un petit peu plus tard, mais voilà, de nous parler un petit peu de sa domination. Bien sûr. Sa domination, c'est sans doute l'attaque la plus forte du jeu. Pour être clair, c'est une attaque de contact 6, en zone d'effet 3, brûlure. Alors une attaque de contact 6, vous me direz, c'est pas si fort. Mais je connais quelqu'un, typiquement, qui a eu très mal. Hein. En fait, la portée 3, faut voir que quand on joue de manière un petit peu hasardeuse et parfois en n'étant pas forcément hyper expérimenté et qu'on se dit c'est important d'avoir un bloc défensif solide. C'est une erreur. Et il y a un mec qui arrive. Et qu'effectivement, sous certaines cartes qu'on va voir juste après, ça peut très mal se terminer. Donc il faut être très précautionneux lorsqu'on joue contre ce bestiau-là. Et aussi quand on joue d'ailleurs en tant que tel, puisque effectivement, quand on veut le pousser à son maximum de potentiel offensif, il devient très fragile. Oui, c'est ça, en fait. C'est toute la complexité de jouer avec ce personnage. C'est que c'est un personnage qui vaut 8 points, donc c'est un sacré budget, que vous pouvez très bien en faire un missile, entre guillemets, hein, lui claquer son passif, aller tout droit, essayer de sortir quelqu'un. Mais si derrière, il meurt, il faut arriver à le rentabiliser. Ce qui n'est pas forcément évident. Surtout que sa domination, donc on a parlé de l'effet, mais on n'a pas parlé de comment il se charge. Il lui faut 5 points de domination pour pouvoir l'utiliser. Il va gagner un point de domination quand il fait perdre ou perd un point de vie. Donc, il faut déjà qu'il puisse être en action. Donc, c'est pas spécialement facile à la charger, même si, on verra dans ses cartes, il a un outil pour se charger tout seul, du moins en partie. Je voulais revenir, c'était sur le mouvement 8. C'est une des factions qui a la plus grande mobilité du jeu. C'est-à-dire qu'ils ont un mouvement de base de 8. C'est le mouvement le plus important chez tout le monde. Pour rappel, c'est 15 cases par 15 cases le plateau. Donc 8, on est déjà à la moitié, sachant qu'on a vu que Vulcain pouvait passer à 10, ça va très loin, très vite. Toutes nos fiches de personnages, on a un code couleur commun. Toutes les attaques seront en rouge, le mouvement sera en jaune, la défense en bleu, et les points de vie en vert. Donc ça sera un code que vous retrouverez sur toutes les fiches de personnages de toutes nos factions. Vulcain Rouchant a donc 3 cartes de personnages comme tous les personnages. Quand vous l'incluez dans votre coterie, vous êtes obligé d'inclure les 3 cartes qui vont avec dans votre deck, donc sur vos 30 cartes. Il a 3 cartes. Donc la première, c'est un mantra de colère. C'est une carte qui est assez commune, on en retrouvera chez d'autres personnages de la maison. C'est une carte qui vous permet de charger, enfin on va dire de gagner des points de domination pour pouvoir après utiliser votre domination. Donc son mantra lui rapporte 3 points de domination. Donc déjà, avec la carte, on voit que sur les 5, on est déjà à 3. Bon, ça devient plus facile, plus abordable, tout simplement. Il a également une carte de buff personnel qui lui donne plus 5 d'attaque au contact. Donc, vous voyez, donc, il a une attaque de base de 8. Avec son passif, il peut avoir plus 2. Et avec sa carte perso, plus 5. Donc on est déjà à une attaque de 15. Ça va. Et on n'oublie pas qu'il y a la canalisation derrière. Qui fiabilise et qui, en plus, apporte beaucoup plus de vitalité. Sa dernière carte, c'est
Pourquoi changer une équipe qui gagne? On est encore sur quelque chose de très fort, très puissant, très offensif. C'est une carte qui lui permet de faire une seconde attaque de contact dans le même tour. Parce que pour rappel, dans un tour, un personnage peut faire un mouvement et une action. Une attaque de contact étant une action. Là, il va pouvoir faire 2 attaques de contact. C'est-à-dire que sa domination, qui est une attaque de contact, il va pouvoir la faire en plus d'une attaque normale et avec les bonus qu'il s'est mis. Donc, on se souvient, la domination, c'est une attaque de base de 6, qui devient 8 avec le passif, et si on lui met juste le plus 5, ça devient une attaque de 13, en zone d'effet 3. Donc, autant dire que ça peut faire des très gros Quand trous. tu parles de zone d'effet 3, en fait, c'est très concrètement, si vous avez des personnages qui se trouvent dans une aura de 3 cases, Exactement. ils vont y avoir droit. C'est ça. Donc, c'est un peu une AOE, pour parler... Ouais, voilà, c'est vraiment ça. C'est une AOE de 3 cases autour du personnage, et on peut pas se cacher derrière un bloquant. L'explosion de la zone d'effet traverse tout. Donc, on est quand même sur, honnêtement, on s'en rend peut-être pas forcément compte, puisque c'est la première fiche de personnage qu'on aborde, mais il faut avoir bien ces chiffres en tête, parce que on les retrouvera pas, je pense, simplement. Très difficilement, Voilà. on va pas se mentir. Donc, en tout cas, justement, chez les rouges 100, vous allez voir qu'on est sur des profils qui sont peut-être un petit peu moins bruts de décoffrage, même s'il y a d'autres choses à faire. Voilà. On est vraiment sur un monstre de corps à corps, une énorme brute et quelque chose d'extrêmement agressif. 8 points sur 20, on a déjà investi 40% des points de la liste. Exactement. Donc derrière, vous avez 12 points à manœuvrer. Est-ce qu'on peut rentrer 3 ou 4 autres personnages? 4, ça paraît peut-être un petit peu... 4, ça paraît compliqué. Un petit peu compliqué. Donc voilà, ça veut dire que c'est un énorme investissement quand vous le rentrez dans vos listes. Derrière, si vous l'utilisez de manière un petit peu fine, c'est quand même une garantie d'être capable d'aller chercher aussi des trucs très armurés en face, quoi. Oui, mais la contrepartie, c'est que c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très glace canon. C'est un canon de verre, hein, littéralement. C'est-à-dire que c'est extrêmement offensif, mais si on fait le choix d'être extrêmement offensif, derrière, on a une défense très faible, on n'a que 3 de défense et 3 points de vie. Donc, si on fait le choix d'agresser, sans le rentabiliser, on peut vite en fait se retrouver en déséquilibre sur la partie, parce que attraper un personnage à 4 points, par exemple, et derrière le perdre, c'est pas à votre avantage, clairement pas. Donc c'est un personnage qui est très dur à maîtriser, je pense qu'en partie, en tout cas dans les parties de jeu égal, en tournoi, il risque d'avoir pas mal de joueurs de Vulcain, mais les très bons Vulcains, à mon avis, ça va être compliqué à... On l'a vu d'ailleurs justement sur les différentes parties qu'on avait faites. Je me souviens que moi, mes 2 premières parties étaient justement contre du rouge 100 avec Vulcain. On se fait surprendre une fois parce qu'on se dit « Ah, en fait, ça tabasse ». Et la deuxième fois, on commence à essayer de l'anticiper. On sait que le moment où il a décidé d'attraper un truc, ça risque d'être compliqué. Maintenant, les auras, etc., vous les connaissez, vous connaissez les portées, vous pouvez vous en prémunir. Et vous pouvez aussi quasiment vous assurer que s'il se retrouve à avoir fait ces 2 activations et que vous avez les moyens d'aller le chercher, il risque de prendre relativement cher rapidement. Bien sûr, et puis ça, c'est sans compter le fait que lui-même peut se mettre des dégâts avec la canalisation qu'on a vu, parce qu'évidemment, avec des attaques aussi fortes, on a envie de canaliser. On passe donc maintenant au deuxième personnage, qui est Eldana. Raconte-nous tout sur son histoire. Alors Eldana, c'est une histoire très tragique. Non, c'est vrai, c'est la sœur, c'est la petite sœur de Vulcain. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un rituel mis en place par des mages pour assurer que le premier fils soit un mâle. Ça sent le drama, là. Je sens le drama arriver avec Eldana. Et qu'il n'y en ait qu'un. Malheureusement, en fait, Eldana, à la conception, était un mâle. Et le rituel l'a transformée en femme. Sauf qu'il y a eu des effets secondaires, comme vous pouvez le voir. Elle s'est transformée en une créature difforme et très difficilement reconnaissable. Les accidents dans ces rituels arrivent de temps en temps sur les Dantalions, et ces personnes, ces enfants qui en sortent, on les appelle les incarnales. À cause de son apparence, elle est détestée de tous. Et paradoxalement, elle cherche de l'attention et de l'affection. Malheureusement, elle n'en reçoit pas, mais ça change aucunement son sens du devoir envers sa maison. Elle ferait absolument tout pour sa maison, jusqu'au sacrifice ultime, qu'on verra à travers ses règles. Mais elle reçoit rien, elle est triste, elle est seule. Et c'est pour ça qu'elle est partie aussi dans les Rocs Brisés pour servir sa maison jusqu'au bout. La maison avait besoin de monde dans les Rocs Brisés pour récupérer la Éther. Elle s'est portée volontaire directement.
et c'est le plus simple. Mais c'est une vie de solitaire, sa vie est un peu dramatique, on peut le dire. Sortez les mouchoirs. Moi, je suis triste pour Eldana, je l'aime Bah, bien. c'est vrai qu'en même temps, elle a pas l'air super commode, pour être honnête. C'est ça. Les gens jugent pas aux apparences. Encore une fois, là, c'est le cas. C'est un personnage qui, de prime abord, ne donne pas spécialement envie de faire copain-copain, hein, pour être honnête. En termes de jeu, en fait, ça se produit par plusieurs choses. Donc, c'est un personnage qui vaut 4 points. Mhm. Donc là, on voit déjà, elle vaut 2 fois moins que Vulcain. C'est ça. ça Donc, reste je vais un vous parler un petit- petit peu maintenant de ses règles et particulièrement de sa charte de personnage. Donc, c'est un personnage qui a 6 d'attaque de contact, 6 d'attaque à distance avec des dégâts de brûlure et la même portée que son grand frère. Au niveau du mouvement, on est toujours sur du 8 avec des petites ailes qui indiquent que ce personnage vole, je pense. Exactement. Enfin, Ouais, j'ai le nez pas creux. mal. 3 de défense, 3 points de vie. Donc, elle a une capacité passive qui s'appelle Corps de Flamme, qui dit qu'à chaque fois qu'elle obtient un jet de dés bouclier sur une attaque de contact, elle inflige un pion brûlure à l'attaquant. Donc, le pion brûlure, vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'accumulation de petits pions brûlure qui, à la fin, finissent par faire relativement beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de sa capacité de domination? J'ai failli dire le mot qu'il ne faut pas dire. Sa domination. Bah, comme je vous ai parlé dans le flop juste avant, sa capacité de domination, ça s'appelle l'ultime sacrifice. C'est-à-dire qu'elle est prête à se sacrifier pour sa maison et tout simplement d'exploser dans une gerbe de flammes immense et d'infliger des dégâts de zone. Alors c'est une attaque de contact de 6, de zone d'effet 2, brûlure évidemment. Pour la charger, c'est assez simple, il faut que votre adversaire marque un point de victoire ou plus. À chaque fois qu'il va marquer des points, vous allez gagner un point de domination. Au bout de 3, votre domination est disponible. Donc on est vraiment sur un personnage, c'est le paroxysme du personnage, on va dire, on est obligé de dire glace canon très 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 clairement. Elle a moins d'impact que son frangin, en tout cas d'un point de vue de la fiche de personnage. En même temps, c'est pas le même coup. Et est-ce que tu peux nous parler justement par rapport à la disposition sur la carte de sa règle de vol? En fait, le vol, c'est simple, ça vous permet d'éviter, quand vous vous déplacez, de contourner les cases obstruées, parce que sur le terrain de jeu, vous allez avoir des cases obstruées qui sont bordées en rouge, ok, et de passer au-dessus également des personnages. Donc, avec son mouvement, vous allez pouvoir éviter ces zones, vous offrir des lignes de vue qui normalement n'étaient pas possibles, et surtout, en fait, accélérer votre agression si vous voulez aller au contact. Sachant qu'on a vu, elle est polyvalente. Elle a une attaque de contact de 6, mais elle a également une attaque à distance de 6. Donc ça vous offre plusieurs choix. Le mouvement vol est une règle, moi personnellement, que j'apprécie beaucoup, et qui va très bien à ce personnage, parce qu'on va voir justement avec ses cartes. Elle a 3 cartes, comme tous les personnages. Elle a une, c'est la traînée de flamme. Donc quand vous la jouez, chaque fois qu'elle va passer au-dessus d'un adversaire, limité à une fois lors de son action de mouvement, on va pas faire des allers-retours, hein, évidemment, le personnage va prendre un pion brûlure, en plus. Sa deuxième carte, c'est une zone d'effet où elle va mettre un pion brûlure. Zone d'effet 3, tous les ennemis dans la zone vont prendre un pion brûlure. Cette troisième carte, vous allez lancer autant de dés que de pions brûlure possédés par les adversaires, donc potentiellement un certain nombre, et pour chaque symbole défense, vous allez pouvoir la soigner de 1 point de vie. Alors c'est assez drôle, au début, Eldana, quand on l'a créée, elle avait 5 points de vie, donc c'était quelque chose de relativement tanky, qui, au fil du temps, nous est apparu un peu trop fort, trop complexe, et pas trop dans l'ADN de la faction. Donc on est descendu à 4 points de vie, elle était à 5 points, on l'a descendu à 3 points de vie, on a baissé également son coût en points à 4, ce qui nous paraît être le juste équilibre pour qu'elle ait sa place dans plusieurs types de compositions, et qu'elle soit, on va dire, potentiellement à sa place dans n'importe quel type. C'est un peu un électron libre, qui peut vous apporter soit de la létalité, soit, comme on l'a vu avec ses cartes, de la génération de brûlure. C'est un choix à faire. Elle rentre plutôt bien partout, Eldana, et elle a le vol, ce qui est un atout majeur. Donc ça, ce qu'on a vu, ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport à Vulcain, qui lui n'abuse pas vraiment de la mécanique des brûlures, hormis de par ses attaques, disons, naturelles, là, on a quand même un personnage qui peut jouer un petit peu sur tous les tableaux, Exactement. et qui va pouvoir, comme tu disais, rentrer un petit peu sur différents types de coteries. Ouais, c'est pas mal, c'est joliment dit. Nous passons donc maintenant à Mademoiselle Bélise, qui est beaucoup plus jolie. Qui est beaucoup plus jolie qu'Eldana, certes, c'est l'intendante de la maison Rouchamp. C'est une jeune femme au caractère bien trempé. Elle est très orgueilleuse, parce qu'elle a raison. C'est littéralement une génie. Ok. Littéralement. Agarès, donc le patriarche de la maison,
la considère vraiment et accepte tous les écarts de comportement qu'elle peut avoir. Parce qu'elle est provocatrice, elle va à l'encontre des règles et des codes. Elle casse les mœurs de la Maison Rouge Sang. Mais c'est tout à fait ça. En fait, Bélise, c'est la première femme à être intendante. Ok. Elle est arrivée ici uniquement par son talent, parce que c'est une génie hors norme. Et Agarès est obligé, en fait, tout simplement, de l'avoir à ses côtés. C'est très important. Intendante de la Maison Rouge Sang, pourquoi? En fait, son rôle, c'est de répertorier l'ensemble des sorts de la maison. Et pour ça, elle a un artefact qu'elle porte à sa ceinture, c'est un œil, c'est l'œil de la Maison Rouge Sang, le symbole de la maison, qui va mémoriser l'ensemble des sorts qu'elle visualise. Ok. Donc c'est pour le coup une experte en magie, on va retrouver ça dans les règles. C'est un personnage qui vaut 3 points, donc qui n'est pas très cher, Ouais. encore moins cher qu'Eldana qu'on vient de voir, et pourtant qui a un arsenal très sympathique. Nous venons tout de suite à ce sujet. Donc, c'est pas forcément celle qui a les meilleures attaques de mêlée. Donc, c'est un personnage qui a un d'attaque de contact, toujours brûlure, hein, on va pas le répéter à chaque fois, mais c'est récurrent justement dans toutes les cartes et tous les personnages de cette faction. Exactement. 4 pour les attaques à distance, 6 de portée. Au niveau du mouvement, on est toujours sur du 8, 3 de défense, 3 points de vie. C'est un châssis relativement standard, en tout cas au niveau défensif, mouvement, point de vie par rapport à ce qu'on retrouve sur le reste. Ouais, c'est ça, c'est Qui un cogne un châssis. peu moins. C'est un châssis standard, c'est un châssis faible. Hein, on est sur un châssis de mage en robe, tout simplement, avec le mouvement de base des rouchants, et sinon 3 de défense, 3 points de vie, c'est ça. C'est tout ce qui va se faire chez les mages classiques, on va dire. Donc au niveau de sa capacité, qui est une capacité passive, donc qui s'appelle, à notre grande surprise, intendante. Lorsque vous dépoussez une carte de blast, jetez un dé. Si vous obtenez des épées, mettez cette carte dans votre main à la place. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette règle? Ouais, alors c'est une règle assez simple. C'est la maîtresse des sortilèges. Donc, des cartes blast. Dans le deck, vous avez une sous-type de carte qui s'appelle les cartes blast. Elle joue autour de ça. Vous allez voir que sa domination joue également sur les cartes blast et tous symbiose autour de ça. C'est-à-dire que vous allez jouer des cartes et vous avez une chance sur 3 que la carte remonte, que vous puissiez la rejouer, etc. Alors, petit point d'ailleurs, parce qu'on l'a pas abordé et tu commences à parler de probabilité par rapport aux dés, etc. On n'est pas sur des dés classiques. Est-ce que tu peux nous parler justement de la répartition des différents symboles sur un dé à Tales of the Rift? C'est simple, on a un des 6. On a 2 faces avec un symbole d'attaque, 2 faces avec un symbole de défense, et 2 faces sans symbole, ce sont des faces neutres. Donc, on est bien sur une chance sur 3 à chaque fois pour ce genre de choses. Tout à fait. Ça fait un petit peu écho à tout à l'heure, ce qu'on parlait sur la règle de canalisation et les relances, pourquoi c'est plus important, etc. Quand on a justement ces chiffres, ces valeurs, ces probabilités en tête, on comprend qu'effectivement, c'est important de pouvoir partir à la pêche au dé qu'on veut fiabiliser. Exactement. On rappelle aussi que la canalisation va marcher sur les cartes blast qu'elle va pouvoir lancer, donc c'est très important. Donc sa domination qui s'appelle contrôle des flammes vous permet d'aller chercher dans le deck 3 cartes blast et de les jouer directement. Vous êtes obligé de les jouer. Ensuite, vous remélangez votre deck et vous le remettez en place. Donc ça vous permet d'aller choisir au moment opportun les cartes blast qui vous sont nécessaires pour le moment T et de les jouer. Après, vous avez, avec la capacité, une probabilité, donc on a dit une chance sur 3, qu'elle remonte de votre main et de pouvoir la rejouer ou pas. Parce qu'une fois qu'elle remonte dans votre main, vous n'êtes pas obligé de la jouer tout de suite. Pour cela, il vous faut 5 points de charge, et pour charger, il vous faut jouer une carte blast. Donc, nativement, pour pouvoir utiliser la domination de Bélise, vous allez devoir jouer au préalable 5 cartes blast. Dans ces cartes personnelles, donc elle en a 3 comme tous les autres, elle a un mantra de colère. Donc je vous rappelle, Vulcain il en avait déjà un. C'est une carte qui vous permet de charger vos points de domination. Elle, c'est 3 également, donc 3 sur 5. Et elle a 2 cartes blast. Une carte blast à distance, donc une attaque à distance de 6, brûlure, portée 6. Et une carte blast de corps à corps. Donc une carte blast d'une valeur d'attaque de 4 et d'une zone d'effet 2 autour d'elle. Avec la règle brûlure également. Et ces cartes sont également soumises à la règle de remonter dans la main, etc. Donc c'est un personnage quand même qui fiabilise quand même pas mal les, on va dire, sorts, capacités offensives qu'on peut utiliser, qui peut permettre aussi de les jouer plusieurs fois, quoi. Oui, c'est ça. En fait, il y a un petit facteur clutch, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont primordiales dans certains match-ups et vous allez en avoir besoin. C'est vrai que pouvoir la faire remonter, c'est un outil de plus. Après, vous ne le maîtrisez pas, c'est un choix, hein, c'est une chance sur 3.
vous allez lancer votre dé, et des fois vous allez prier, ça va marcher, des fois non. Mais ça, c'est un choix volontaire, c'est assez typique de l'ADN de la faction, comme la canalisation. Hmm. On va faire le choix de lancer le dé, on peut perdre un point de vie ou pas, voilà, ça fait partie clairement de l'ADN, c'est voulu et totalement assumé, et jusqu'à présent, on n'a pas remarqué de problème particulier. Et si un jour, en tournoi, par exemple, elle remonte 7 cartes d'affilée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le destin et on retiendra ça, c'est le bonheur, le Et moment d'éclat. moi, ça me fait un petit peu penser justement, ça fait un petit peu écho. J'étais joueur de Magic justement, et justement, je jouais du noir avec des tuteurs, etc. Et donc voilà, c'est vrai que c'est mécanique d'aller chercher des cartes dans le deck. Donc là, ça se fait via un ulti. Donc disons qu'on a déjà des prérequis. Bien sûr. C'est vrai que sur Magic, on était sur quelque chose où on va payer en points de vie, on va payer autrement, on va payer en défausse, etc. Et donc du coup, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet d'être moins soumis à l'aléatoire. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a déjà un aléatoire au niveau des dés et en Ouais. plus, on a un aléatoire au niveau des cartes. Bien sûr. Et donc, déjà, pouvoir assurer d'une certaine manière dans la construction de deck de dire, eh ben voilà, je vais pouvoir fiabiliser le fait d'être sûr d'aller chercher ces 3 cartes-là, peut-être à partir de la 3e activation, quelque chose comme ça, en fonction de la façon dont la partie va se dérouler. C'est hyper intéressant, c'est des garanties de fiabilisation, en fait, de la même manière que la canalisation peut être une garantie d'attaque ou offensive, en fait. Oui, c'est ça, en fait. C'est très important. Vous verrez également que dans chaque deck, on a ce qu'on appelle une tutelle. Tu en parlais, en fait, une manière d'aller chercher une carte dans votre deck et de la mettre dans votre main. C'est des choses qui sont très importantes dans les jeux de cartes. Et du coup, on a voulu fiabiliser le côté dé, lancer de dés, donc chaque faction a des manières à elle de fiabiliser, et le côté aussi carte, Ouais. qui est quand même très important, comme on mêle les deux ici. On va passer maintenant à un nouveau personnage masculin qui s'appelle Oros. Donc Oros, l'attiseur de flammes, qui est le cousin d'Agarès, donc le patriarche de la famille, qui est un hédoniste, un bon vivant, il apprécie l'art, la culture. C'est quelqu'un de passionnément amoureux de la vie, on peut le dire. Et pourtant, c'est sans doute celui qui est le plus dangereux quand il se met en colère. En fait, il a une faculté à se mettre en colère qui va décupler la magie, mais pas que la sienne, c'est-à-dire même des autres membres de la maison à côté, qui peut être très violent. Pour la petite anecdote, Oros a été espionné par la maison Change Esprit pour indirectement avoir des informations sur Agarès, et il y a une petite histoire d'amour dans l'air, c'est-à-dire que la personne qui était censée l'espionner est tombée sous le charme, est totalement amoureuse d'Oros, qui n'est pourtant pas, au prime abord, un BG. Apollon, ouais, un BG ou un Apollon, mais qui est tombée amoureuse du personnage, en fait, de son côté bon vivant, amoureux de la vie, des arts et tout ça. Et c'est assez drôle comme quoi il y a des interactions entre les maisons qui peuvent se retrouver. Et bon, bisous à Pride, parce que c'est lui qui a créé l'ensemble du fluff. Et c'est assez drôle. C'est un personnage qui vaut 4 points. Donc il coûte 1 point de plus que le personnage qu'on vient de voir précédemment, donc Bélise. Et donc on est un petit peu sur le même genre de châssis que ce qu'on a vu juste avant. Donc 1 d'attaque de contact, 4 d'attaque à distance avec une portée de 6 classique. Et derrière, même châssis, 8 de mouvement, 3 de défense, 3 points de vie. Au niveau de son passif, il a la capacité de pouvoir utiliser des blasts à la fin de son activation, ce qui n'est pas quelque chose de commun. Non, parce que normalement, les cartes de place sont jouables en début d'activation. Là, ça vous donne la latitude de jeu de pouvoir déplacer votre personnage et vous mettre à portée de la cible que vous souhaitez pour jouer vos cartes de blast. C'est quelque chose de très fort, on va pas se mentir, et c'est très important. En fait, ce personnage, il va très bien avec Bélise. C'est 2 personnages qui jouent avec les cartes blast, donc avec les sortilèges, et les 2 synergisent plutôt pas mal. Donc là, par exemple, si vous réfléchissez déjà, 3 plus 4, on arrive à 7 points pour avoir Ça fait 9, ouais, voilà. un combo. J'étais perdu, il fait exprès ou pas? Oui, non. Oui, il fait exprès, rassurez-vous. Sa domination, c'est libérer la flamme. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est au moment où il va se mettre en colère, comme je vous disais, il va augmenter l'attaque des blasts, donc de tous les blasts, de 3. C'est-à-dire, pour un exemple, une attaque blast qui faisait une attaque à distance de 6 deviendra une attaque à distance de 9. Donc, encore une fois, si on repart en stats, vous voyez, ça rajoute une réussite, sans compter la canalisation. Ouais. C'est quelque chose de très fort. Pour se charger, il a besoin de 2 points de domination. Comment il les obtient? Tout simplement en affligeant 1 point de dégâts avec une carte blast. Dès qu'un personnage va perdre un point de vie à cause d'une carte blast, il va gagner 1 point de domination. Il a également un mantra, mais cette fois qui va lui donner que 1 point de domination.
Et qu'est-ce qui est intéressant là-dessus? C'est que sa domination, pour le coup, n'est pas un effet unique qui va s'appliquer à un moment T, c'est un effet persistant. C'est-à-dire que tant que le personnage est en jeu, l'effet de +3 attaque sur les cartes de Blast reste en jeu. En termes de cartes, donc on a vu qu'il avait un mantra de colère, qui lui rapportait 1 point de domination. Il a également une carte qui va donner jusqu'à la fin du tour une zone d'effet à toutes les cartes Blast. C'est-à-dire, typiquement, quand vous avez une attaque qui cible juste une figurine, attaque 6 par exemple, portée 6, elle va devenir attaque 6, portée 6, zone d'effet 1, brûlure. Ouais. Si vous faites ça sur une carte qui a déjà une zone d'effet, elle augmente de 1. Ici, je pense à la boule de feu, qui est une attaque 3 à distance, qui a déjà une zone d'effet, qui va être encore plus grosse. Et il a également une carte, la dernière, qui va augmenter jusqu'à la fin du tour l'attaque des cartes de Blast de 3 encore. Ouais. Donc on voit qu'ici, qu'en combinant les deux, sa domination et sa carte, on peut monter à +6 d'attaque sur les cartes Blast. C'est en fait ce qui est assez impressionnant pour l'avoir, je ne dirais pas testé, mais pour l'avoir subi, pour être plus précis sur la sémantique en partie, on est quand même sur une domination qui est assez rapide à obtenir Ouais. par rapport aux autres. Rapide à obtenir et persistante, ce qui veut dire que quand vous commencez à comboter ça avec Belize, que vous commencez à avoir en fait, beaucoup de synergie autour de la mécanique de jeu que sont les blasts, couplés au fait que lui, en plus de ça, il peut les balancer à la fin de son activation. On se retrouve sur une synergie de 2 persos qui, au final, font 4 et 3 points, donc évidemment 7. 9, non? Et donc, qui sont assez intéressants, qui, pris indépendamment, valent ce qu'ils valent, mais sans être forcément exceptionnels. Non. Et on se retrouve avec une vraie bonne synergie, une vraie bonne cohésion quand on prend les deux ensemble pour un prix qui n'est pas dégénéré. Donc honnêtement, en tout cas à première lecture, c'est 2 persos qu'on a clairement envie de jouer ensemble, quoi. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on peut comparer assez simplement. Là, on a 7 points. D'un côté, on a Vulcain qui a 8 points. Ouais. Ici, on a 2 personnages qui sont très fragiles. On voit, hein, c'est 3 points de vie, 3 points de défense. C'est très léger. Ouais. Et qui ont une létalité très moyenne sur leur profil Mmh. brut, en fait. C'est-à-dire que c'est des personnages qui vont avoir besoin de jouer des cartes. Ouais. Vulcain, contrairement à eux, lui, c'est un personnage très offensif, très agressif dès le début. En fait, en soi, il n'a pas besoin de carte blast. Tout seul, il peut arriver à une attaque 10 de contact, Ouais. ce qui est déjà énorme. Et donc, l'équilibre va se faire là, entre le fait de choisir une compo avec, par exemple, ces 2 personnages qui sont moyens, mais très fragiles. Donc vous allez jouer fond de cours, mais pas trop non plus, parce qu'on a regardé, pour l'instant, les portées de tir et de cartes, c'est 6 Ouais. chez les Rochants. Donc on est plutôt sur quelque chose de milieu. Rusé mais fragile. Et non pas fragile mais rusé. Ouais. C'est assez compliqué de faire ces choix, parce qu'on va avoir Belize, Euros et Vulcain. Alors on peut très bien mettre les 3 ensemble, ça marche, hein. Faire quelque chose de semi-équilibré, etc. Le problème, c'est que c'est votre deck. Dans votre deck, si vous voulez optimiser Vulcain, vous allez lui donner des armes, encore des buffs supplémentaires, ou j'en sais rien, des manières de se protéger, via des cartes de contrôle. Mais si vous jouez les deux, vous avez envie de rentrer du blast. Donc en fait, toute votre création de coterie, donc votre bande sur le tableau, Ouais. et votre deck, et c'est une énorme réflexion à faire les choix où on veut diriger notre curseur, en fait. Et c'est relativement intéressant, je trouve. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est qu'on va avoir quelque chose de... En fait, on va avoir... Si vraiment on part dans une optique de jouer les 3, grosso modo, j'ai tendance à dire autre chose. Parfois, on part sur un bundle de 15 points, ça veut dire que derrière, on a 5 points de marge. On verra par la suite si ça correspond à un personnage ou quoi, mais grosso modo, on va avoir vraiment 2 pôles avec pas forcément comme tu dis, des interactions qui vont pas être forcément hyper intéressantes entre d'un côté la partie blast, de l'autre côté la partie buff défense. Et donc, ça va créer encore du choix dans la composition de coterie, j'y tiens. Et donc voilà, c'est vrai que pour l'avoir testé, on était parti sur des compos assez basiques, classiques, pour prendre en main un petit peu le jeu. Et en fait, voilà, chaque aspect apporte quelque chose. En plus de ça, on n'oublie pas, on a commencé à en parler. Je pense que ça va être exacerbé sur le prochain personnage, mais on a encore toutes les mécaniques de brûlure qui sont pour l'instant quasiment par défaut. Sauf, on l'a vu un petit peu tout à l'heure sur Eldana, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, sur le prochain personnage, on verra que c'est encore un outil supplémentaire. Et donc, en fait, voilà, il y a plusieurs options. Est-ce qu'on part sur du CAC? Est-ce qu'on part sur du Blast? Est-ce qu'on part sur de la brûlure? Est-ce qu'on part sur un mix? Je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il n'y a pas de réponse. Ouais. Franchement, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans cette faction. Et comme tu l'as dit, on va arriver sur un personnage qui... Ça, c'est le genre de gars, je tiens à dire tout de suite. Au début de la partie, on le laisse un peu tranquille.
Enfin non, au début de la partie, il nous arrive par erreur de le laisser un petit peu tranquille, et à la fin de la partie, il arrose tellement En fait, que c'est c'est ça. compliqué. C'est une des options late game de la Ouais. faction. Et donc, ce personnage qui est Kevan, le maître abraseur. Ouais, exactement. Kevan, c'est vraiment Ika. C'est-à-dire que c'est un personnage qui s'est vu trop beau, très arrogant. Il a voulu voler trop près du soleil. C'est un personnage d'une branche secondaire de la maison qui a voulu obtenir de plus hautes fonctions, de plus hautes distinctions. Donc, tout arrogant qu'il était, il est allé voir Agarès en personne et il a voulu lui prouver qu'il était quelqu'un de méritant, de talentueux, quelqu'un qui méritait bien plus. Agarès a écouté ce qu'il avait à dire et calmement lui a pris le visage et l'a éclaté dans un brasero. Et il lui a dit une phrase toute simple: les vrais rouchants sont insensibles aux flammes. Ce qui est tout à fait vrai. Hein. Malheureusement pour notre ami Kevan, il s'en est trouvé défiguré. Il a également a eu des brûlures extrêmes sur les mains et les bras, à force de se débattre, hein, tout simplement. Et ça l'a marqué totalement à vie, ça a totalement changé le personnage. Depuis ce jour, il s'est pas éloigné de la maison Rouchant. Il est quand même resté très présent. Et il s'occupe, on va dire, des tâches sombres et ingrates. Il a développé un côté sadique et il prend un malin plaisir à tourmenter et infliger de la souffrance à tous ceux qui sont plus faibles que lui. Je vous promets que ça se retranscrit extrêmement bien dans le jeu. Alors pas forcément au plus faible que lui, mais À tout le il monde. prend un malin plaisir à infliger de la souffrance sur le long terme. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, Agarès le tolère au sein de la maison parce que, malgré tout, la maison Rouchant, c'est une maison noble, hein, faut pas l'oublier. Et avoir des personnes qui sont prêtes à faire de la basse besogne, tout simplement, c'est toujours utile. Et lorsqu'il y a eu des conflits et les guerres... Surtout avec qui les plus communs. est vis-à-vis de personnes qui sont assez, on va dire, prétentieuses, hautaines, etc. C'est pas forcément simple de les rabaisser à des tâches, comme tu dis, La basse besogne. Non, exactement. C'est vraiment ça. Et en fait, il l'a toléré. Et finalement, du fait d'avoir, on va dire, trouvé un nouvel emploi, si j'ose dire, une nouvelle fonction au sein de la maison, Kevan a indirectement trouvé son compte. Et il a été extrêmement utile lors de la guerre contre les communs pour justement obtenir des informations. Donc Kevan est un personnage à 5 points. Donc c'est le premier de la bande qu'on voit qui a 5 points. Un châssis assez classique par rapport à ce qu'on voit, toujours 8 de mouvement, 3 de défense, 3 points de vie. C'est ça. On est toujours sur 3 d'attaque au niveau des attaques de contact et les attaques à distance, et toujours une portée de 6 sur les attaques à distance, avec de la brûlure sur les 2 types d'attaques. Et on va commencer par sa première capacité passive relativement désagréable, qui est torsionnaire abrasif, qui dit qu'à la fin du tour, tous les adversaires vont recevoir un pion brûlure. On n'oublie pas que ces pions se cumulent entre eux et avec les autres. Exactement. On comprend pourquoi, on va dire, au bout d'un certain moment dans la partie, l'accumulation commence à peser. Surtout qu'on va arriver à sa domination, qui est l'enfer ardent, qui a un effet persistant. Il faut 5 points de domination pour pouvoir l'utiliser. On l'obtient quand un pion brûlure est posé sur un adversaire, et on retient qu'il a une carte qui est un mantra pour lui donner 2 points. Une fois que la domination est lancée, tous les adversaires, lorsqu'ils font un jet de brûlure à la fin de leur activation, comptent comme ayant le double de pions brûlure qu'ils ont sur eux. Donc vous comprenez évidemment que de base, plus on avance dans la partie, de par sa capacité passive, plus ce personnage va être un personnage que j'ai envie de dire de dot pur en fait. Voilà, Ouais. il va infliger des sortes de malédictions qui vont s'accumuler, synergiser, et on arrive vraiment à l'apogée du truc quand ce mec-là commence à claquer sa domination. Et là, ça devient très 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 clairement la catastrophe, surtout qu'on n'oublie pas que sa domination est un effet persistant. Exactement. Donc, à partir du moment où c'est fait, tous les tours, vous allez, déjà à la fin de chaque tour, vous allez rajouter un token, et en plus, à chaque fois, Exactement. vous allez doubler. Donc, au bout d'un moment, ce mec-là devient ingérable. Je l'ai compris ça. assez tard, en fait, quand j'avais joué contre lui. C'est qu'en fait, on a différentes menaces qui sont des menaces qu'on peut qualifier de directes Ouais, quand, c'est exactement ça. quand on a des Vulcains, et des menaces qui sont des menaces, on va dire, sur le long terme, qui n'a pas forcément importance à gérer dans l'immédiat, mais qui ne doivent plus être sur la table au bout d'un certain moment. Et typiquement, ce genre de mec-là qui est pas simple à attraper, Non. en tout cas si on le joue de manière
correct. Je reviendrai plus tard, sauf si on a des petits pièges, ça fait plaisir. Hein. Enfin, On est bien d'accord. Petit spoiler, ces mecs-là sont à sortir avant la fin de la partie. Voilà, c'est pas des menaces instantanées, mais c'est des personnages qui vont être très pénibles à gérer en fin de partie. Et voilà, on aborde une mécanique supplémentaire de la faction Rouge Sang. C'est ça. Pas le côté DPS pur, pas le côté blast, mais le côté long terme brûlure. Ouais, exactement. En fait, c'est un personnage qui va être très central, on va pas se mentir, dans une composition de coterie et de deck tourné autour de la brûlure. Sauf que, comme vous l'avez vu, c'est un châssis très faible en termes de défense. 3 points de vie, 3 de défense. C'est très fragile. Donc, tout le jeu va être de proposer à son adversaire des menaces supplémentaires qu'il doit gérer, on va dire, dans l'urgence. Ouais. Et arriver à préserver notre Kevan, le mettre assez loin, etc. Parce que s'il est exposé, il tiendra pas un tour. En fait, c'est quand même très fragile. Du coup, voilà, tout va jouer comme ça, comment le maintenir en vie, en proposant à son adversaire des ressources à grignoter avant. Ouais. Et c'est un personnage qui est relativement... C'est un peu une horloge, en fait, ce personnage. C'est vraiment un chrono qui tic-tac, et quand on arrive au bout, c'est très compliqué. On se rappelle quand même que les rouges champs sont insensibles à la brûlure. Il y a d'autres mécaniques pour enlever les pions d'effets négatifs dans toutes les autres factions. Donc, c'est pas non plus game breaker, clairement pas. C'est pas une fatalité pour vos adversaires, voilà, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'il y a des match-ups où ça va être très fort, et il y a d'autres match-ups où ça va être très mauvais. Hein. Typiquement, un match contre un Rouchan, vous jouez autour de Kivan, vous êtes bien content. Quand on commence justement à réfléchir à des compos pour notre coterie, etc., puisque là, on commence à avoir vu une bonne partie des personnages, on voit que typiquement, c'est un personnage à 5 points. On n'oublie pas, on part avec un Vulcain qui vaut 8 points, on prend le petit duo Bélise, Oros qui vaut 7 points, on est déjà sur du 15, et donc avec 5 points, vous avez en supplément le Kevan qui vous donne une compo à 20 points, donc vous êtes content, et vous avez 3 sources, vous êtes relativement polyvalent, vous insistez pas forcément sur un aspect, mais vous avez une partie cac, une partie blast, une partie brûlure, en sachant que tout ça synergie aussi, puisque à chaque fois les attaques des rouges sangs infligent des brûlures, 2 personnages autour du blast, une menace immédiate qu'il faut gérer, ce qui mécaniquement, si vous faites pas de bêtises, donne aussi de la survivabilité à votre Kevan, puisque ça va pas être la cible prioritaire. Et donc voilà, on commence à voir des petites optiques, en tout cas, on va dire évidentes à prendre en main, qui sont hyper intéressantes, en tout cas pour pour se familiariser un peu avec les mécaniques et se rendre compte un peu du potentiel de ce qu'on peut faire avec cette belle maison. En ce qui concerne ses cartes, comme je l'ai dit précédemment, il a un mantra qui lui permet de charger sa domination. Il a également une carte qui lui permet de scorer des points par nombre d'adversaires qui a des pions de brûlure. Donc, je dis une bêtise, vous jouez contre 5 personnages de la Aether Guild. Si chaque personnage a un pion de brûlure, en jouant cette carte, vous allez marquer 5 points de victoire. Donc là, on voit une nouvelle manière de marquer des points de victoire avec des cartes de personnages. Donc, vous allez voir que pour marquer des points de victoire, il y a des cartes neutres de faction, des cartes de personnages comme ici, et même des dominations qui peuvent marquer des points sur certains personnages. Sa dernière carte, c'est une carte qui permet de désigner un personnage. Donc désigner, c'est avoir un personnage en ligne de vue. Et il va subir une attaque qui est égale au nombre de pions brûlure qu'il a. Donc en fait, ça synergise en attaque directe sur le nombre de pions brûlure que vous avez réussi à stacker via vos différentes attaques, vos cartes, etc. Vous pouvez les faire exploser. Passif. Tout à fait. Effectivement. Donc on comprend que voilà, c'est un personnage long terme au niveau de la charte de personnage et en même temps au niveau de ses cartes d'activation en fait. Ouais, c'est ça. Et donc effectivement, c'est une belle épine dans le pied en tout cas moi pour l'avoir affronté. C'est vrai que on n'a pas forcément, alors évidemment je manque forcément un petit peu de recul sur le jeu, j'ai pas fait énormément de parties, mais c'est pas évident de comprendre à quel moment il faut gérer quoi pour réussir à s'en sortir quoi. Ouais, en fait, c'est le plus dur qu'on affronte ça, surtout qu'on est sensible à son effet. Il y a, par exemple, la voix véritable qui est beaucoup moins sensible à lui par rapport à leurs règles de base que vous verrez plus tard. Mais c'est vrai que quand il est présent sur table, il faut le gérer, mais quand il y a Vulcain qui arrive dans les lignes, il faut le gérer aussi. On n'envoie pas tout sur Kevan en early. Voilà, il faut avoir un ordre de priorité, et c'est vrai que c'est pas le plus évident, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce jeu. Donc ensuite, on va enchaîner avec le dernier personnage. Asha. Ouais, Asha qui est un personnage à 2 points, donc le coût le plus faible du starter qu'on vient de voir. C'est, en termes de fluff, elle fait partie d'un fan club, le fan club de Vulcain. Ce sont les disciples de la flamme enchaînée.
Et ce sont clairement des fans incontestés de Vulcain. Ok. Tout simplement. Elle fait tout pour se mettre en avant auprès de lui, pour qu'il la remarque. Vulcain les tolère plus ou moins, parce qu'évidemment, en tant que quelqu'un d'arrogant et de fier, ça flatte son ego, ouais. évidemment. Et on va le retrouver en termes de règles, c'est-à-dire que Asha, vous allez voir que sa capacité est similaire à celle de Vulcain, mais bon, elle n'a pas sa maîtrise. La version cheap. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc au niveau du personnage, on est sur un châssis classique moins, c'est-à-dire que déjà au niveau du mouvement, on est toujours sur du 8. Ouais, toujours. Au niveau de la défense, c'est du 3. Par contre, au niveau des points de vie, on est sur du 2. Ouais. Donc on commence à se remémorer un petit peu les mécaniques de canalisation. S'infliger un point de vie, ça commence à être un petit peu risqué, quoi. Ouais, c'est ça, c'est 50% finalement de son pool de points de vie, c'est très compliqué. C'est 1 de marge. Donc au niveau de ses profils d'attaque, on est sur du 4 d'attaque de contact, 3 d'attaque à distance et un classique 6 de portée. Au niveau de sa capacité passive, c'est du Vulcain cheap, on va dire. C'est-à-dire on gagne 2 de mouvement, 2 d'attaque de contact, et ensuite on a l'obligation de canaliser. C'est-à-dire potentiellement s'infliger une blessure pour quelqu'un qui n'a que 2 points de vie. C'est très risqué en effet, mais c'est un peu l'archétype du personnage, c'est-à-dire que on a un personnage qui est un châssis très faible, mais qui excelle plus, on va dire, dans le corps à corps. Donc elle va devoir s'exposer en contrepartie d'avoir un châssis très faible. Bon, on verra qu'avec des cartes de buff, on va pouvoir en faire quelque chose de très létal. Et contrairement à Vulcain, envoyer un personnage à 2 points pour aller sortir un autre personnage, même si elle meurt derrière. Pour temporiser ou ce genre de choses. C'est pas grave. Mais ça demande beaucoup plus de ressources sur elle et elle peut très bien, on va dire, péricliter. Sortir de la table plutôt. Sa domination, c'est le feu intérieur. Alors c'est une règle qui est assez particulière. C'est une attaque à distance qui a une valeur qui est égale au nombre de personnages adverses. Donc c'est assez aléatoire, on va pas se mentir. Et elle gagne 1 point de domination à la fin de chaque tour. Et il lui faut 2 points de domination pour se charger. Ces 3 cartes sont 3 cartes de blast différentes. En zone d'effet, des attaques pas très fortes, surtout des générateurs de brûlure aussi. Donc on voit, si jamais on la rentre avec Kevan, c'est de la brûlure en plus. Si on la rentre avec Oros, ça fait des dégâts en blast, plus. Voilà, exactement. Donc elle peut jouer un peu sur tous les tableaux, même si elle est vraiment, c'est une Vulcain en un peu moins bien, en beaucoup moins bien. Elle peut servir, en fait, c'est un petit perso à 2 points, donc en fait, ça donne beaucoup de latitude quand on fait nos compos, de pouvoir avoir un perso à 2 points qui rentre par-ci, par-là, et elle peut jouer un peu sur tout. Donc c'est vraiment quelque chose de plutôt polyvalent, moyennant ce qu'on veut en faire. On a donc fini avec les présentations des différents personnages de la maison. On va pas rentrer de manière exhaustive dans les 40 cartes de deck de base qui sont apportées par la maison Rouge Sang. Par contre, on vous a préparé une petite sélection de cartes qui sont assez représentatives des mécaniques que vous pouvez trouver. Ouais, tout à fait. Et on a ajouté un petit top 3 personnel chacun. J'ai choisi en premier, donc j'ai vraiment fait ma princesse. Comme toujours. Comme toujours. Oui, donc on va commencer par la brûlure, la règle de brûlure qu'on a vue tout au long de l'analyse des personnages. Vous avez une carte qui s'appelle l'Aria de Flamme. C'est une carte que vous allez jouer en début de tour, qui va vous permettre de mettre un fion de brûlure sur tous les personnages adverses. Donc bon, on va déjà, là, généralement, l'adversaire joue entre 4 et 5 personnages. C'est déjà 4 ou 5 pions de brûlure en place. On sait que ça peut charger notre ami Kevan. Vous voyez déjà les synergies qu'ils peuvent avoir en termes de génération de points de brûlure très rapide dans une partie, pour accélérer en fait la puissance de Kevan. En deuxième carte, j'ai choisi le Fouet de Flamme. Donc c'est une carte blast. C'est une carte blast polyvalente. C'est-à-dire que vous avez le choix, donc au début de l'activation d'un personnage, d'utiliser soit une attaque de contact, 3 brûlures, ou soit une attaque à distance de 3 brûlures. Donc c'est une attaque, c'est une carte qui va pouvoir être polyvalente et rentrer dans pas mal de decks suivant la position. Parce que pour rappel, quand vous êtes au contact avec un adversaire, vous ne pouvez pas jouer de carte d'attaque à distance, ni attaquer à distance. Donc le fait d'être polyvalent vous offre cette possibilité-là. Ensuite, il y a la Tempête de Braise, donc vraiment une carte de contrôle. Vous allez jouer en début de tour la carte, et tous vos adversaires auront moins 3 de mouvement jusqu'à la fin du tour. Donc vraiment, vous voyez, vous avez un mouvement généralement supérieur à votre adversaire, et vous allez encore augmenter ce gap avec le moins 3 de mouvement, pour avoir un meilleur contrôle du plateau de jeu.
Vous avez également la bravoure arrogante, donc une carte de buff que j'apprécie beaucoup. C'est une carte de buff qui vous donne +3 d'attaque uniquement quand vous attaquez quelqu'un qui a une valeur en points plus forte que vous. C'est-à-dire la personne... Pas Vulcain, quoi. Ouais, pas Vulcain. Non, et là, on réfléchit tout simplement. Achat, Bien sûr. qui a un personnage à 2 points, Ouais. elle C'est rentre tous les gratuit jours. contre tout le monde. Ouais. Exactement, c'est ça. Ensuite, il y a la carte jouer avec le feu. C'est une de mes cartes préférées, parce que pour moi, elle reflète complètement l'ADN de la faction. Ce côté un peu gamble, où on prend des risques pour obtenir des choses. Là, c'est assez simple. Vous allez jeter 6 dés au début de l'activation d'un personnage. Pour chaque symbole attaque que vous allez obtenir, vous marquez 3 points de victoire. Mais pour chaque symbole neutre, vous devez canaliser. Vous êtes obligé. Donc on se retrouve dans une situation où on peut marquer des points de victoire, mais malheureusement, on peut perdre des points de vie. C'est sur les 300-400 games que j'ai fait avec cette carte dans mon deck. Il y a une fois, une action mémorable qui est arrivée. J'avais Vulcain, j'avais déjà perdu un point de vie. J'ai décidé de faire une tutelle, parce que j'étais en retard au score, il fallait que je remonte, et j'avais trouvé ce moyen. Donc j'ai utilisé la carte tutelle, qui vous permet d'aller chercher une carte, mais je crois qu'elle est dans un top, celle-là. Spoil mon truc. Ah, je suis désolé. Et je suis allé charger cette carte-là, jouer avec le feu. Donc j'ai perdu un point de vie sur la tutelle. Et j'ai marqué 3 points de victoire avec cette carte. Et je me suis tué. Et t'as gagné. Et j'ai perdu. Parce que Vulcain, il fallait que Vulcain survive. J'ai fait le choix de tenter le tout pour le tout. Ça n'a pas marché. Mais c'est comme ça. C'est une carte que j'aime beaucoup, mais qui a un petit côté aléatoire, fun. Et la dernière carte, c'est une carte qu'on pourrait dire de rétribution. C'est une carte qui va se déclencher au moment où votre adversaire va retirer un de vos personnages du jeu. Vous allez pouvoir jouer cette carte et il va subir une attaque de contact 6. Donc je vais vous présenter maintenant moi mon petit top 3, disons maison. Donc la première c'est la carte tutelle colérique. Donc c'est les mécaniques de tuteur dont on a relativement l'habitude, qu'on a vu tout à l'heure déjà. Exactement. Et quand on est sur des TCG, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent donc sur des trading card games, donc grosso modo sur des jeux de cartes. Pour la plupart des gens, ça signifie Magic, hein, on va pas se mentir. Donc tutelle colérique qui vous permet au début de l'activation d'un allié d'aller chercher une carte dans votre deck, de mélanger et de canaliser. Donc, on a toujours ce petit risque de la canalisation puisqu'on est quand même sur des personnages qui, si je dis pas de bêtises, ont au maximum 3 points de vie. Pour l'instant, c'est le cas, ouais. Donc, c'est quand même... Ouh là là. Donc, voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez fragile. Donc, la canalisation, ça a une contrepartie. Vous n'allez pas avoir tendance à le faire sur achat, évidemment. Mais ça peut être intéressant de le faire avec des personnages qui ont un petit peu plus de points de vie pour pouvoir aller chercher une carte dont vous avez besoin coûte que coûte. La deuxième, c'est ébullition. Donc, ça vous permet au début de l'activation d'un allié, tout simplement, d'utiliser une attaque à distance de portée 6, qui aura comme caractéristique d'attaque à distance d'avoir la défense de la cible. Donc typiquement, quand vous êtes contre des ennemis qui sont très armurés, ça devient très intéressant. On n'oublie pas, avec le petit Horos, on peut gagner encore 3 dégâts, etc. Donc c'est une carte qui est particulièrement intéressante, d'autant plus, alors pas spécialement du coup contre la Maison Rouge Sang, Non. mais contre de la voie véritable ou ce genre de personnage peu agréable, c'est assez cool. Dernière carte, l'hymne de la colère. Donc l'hymne de la colère, c'est assez simple. C'est une carte qu'on va pas jouer au début d'une activation, mais au début du tour, qui dit que pendant ce tour, à chaque fois que vous allez infliger un point de vie à un adversaire, vous allez gagner un point de victoire. C'est ça, tout à fait. Donc en fait, ça, c'est hyper polyvalent. De manière générale, il y a plein de choses à faire avec ça. Soit vous êtes dans une logique où votre adversaire a beaucoup de tokens brûlure, il a potentiellement pas mal de personnages, vous êtes sûr que avec un gars comme Kevin, il va se prendre des brûlures, il va prendre des points de vie, vous assurez des points comme ça, vous envoyez un Vulcain pour aller nettoyer un pack, qui plus est, il y a un petit peu de personnages en zone, vous avez achat à côté, vous savez qu'il y a des brûlures qui vont, vous savez qu'il y a des dégâts qui vont partir, donc vous savez que vous allez scorer pas mal. Donc, on voit quand même qu'on est quand même sur quelque chose de assez polyvalent, puisqu'on a des mécaniques qui s'adaptent à la défense de l'adversaire, Ouais, avec des personnages qui n'ont pas forcément de base des caractéristiques d'attaque à distance incroyables. non. Donc là, le faire via du blast, c'est cool. On n'oublie pas les synergies qu'on a via les blasts. La tutelle, bah, c'est du classique, de la fiabilisation. Et enfin, l'hymne de la colère qui va vous permettre d'avoir des mécaniques de scoring qui ne viennent pas uniquement, on va dire, de quelque chose de classique, que ça soit de la bâche ou du minage de faille. Ouais, c'est exactement ça, parce que pour les Rouchants,
raffiner une faille, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop faire. Ouais. Donc pouvoir scorer en plus en utilisant une action d'attaque, Tout est le monde n'a bénéfique. pas un Cyrus dans son équipe. C'est vrai, exactement. Notre ami Cyrus qu'on verra un peu plus tard. Alors moi, mon top 3, après plus de 400-500 games sur cette faction, c'est les ailes de flamme. Les ailes de flamme, c'est une carte qui se joue en début d'activation d'un allié et qu'on attache à notre allié, qui va simplement nous donner la règle vol. Donc, moi qui adore jouer sur le mouvement et notre vitesse, justement, On parle de quel jeu là? des Tales of the Rift, Pardon. J'ai vu des murènes passer. je trouve cette carte extrêmement forte. En fait, donner cette latitude de jeu pour bouger, avancer vite, Ouais. tout en arrivant à se cacher. En fait, et ça, cette liberté de mouvement nous permet de faire beaucoup de choses. Et c'est vraiment une carte que j'adore, tout particulièrement sur Vulcain, évidemment. Pour info, cette carte, au début, était un petit peu plus forte, parce qu'elle donnait en plus de mouvement. Donc, ça veut dire que Vulcain pouvait bouger de 12, et donc arriver directement au contact. Nico l'a intelligemment nerfé. C'est vrai que moi, j'étais un peu contre au début, mais il a raison. Pour être honnête, notamment, c'était un petit peu trop fort. Et Il a cassé ton joujou. ouais, c'est ça. Il a cassé mon joujou et j'étais pas content au début. Ensuite, la deuxième carte de mon top, c'est la sagesse des flammes. Alors ça, c'est une carte qui, pour moi, est très importante et assez structurante dans un deck. C'est une carte qui joue en fin de tour et qui vous permet d'être le joueur actif automatiquement au tour d'après. Alors, comment ça se passe? Normalement, un tour classique, c'est au début d'un nouveau tour, c'est le joueur qui a le moins de personnages qui est joueur actif. Et s'il y a le même nombre de personnages, on alterne par rapport au tour précédent. Sauf que là, vous pouvez, dans ce cas précis, tenter un all-in, en fait. C'est-à-dire que vous activez en dernier votre Vulcain pour commencer à l'avancer. Logiquement, il serait exposé, et donc pourrait subir au tour d'après quelque chose. Mais non, là, vous avez la possibilité, en jouant cette carte, de vous assurer de jouer en premier. Et surtout que là où c'est particulièrement intéressant, c'est moi ce qui m'a coûté très cher sur les premières parties, c'est que je n'avais pas connaissance de l'existence de cette carte. Ouais. Et donc en fait, votre adversaire a un plan de jeu en sachant qu'il va reprendre techniquement l'initiative. Si vous commencez à multiplier les personnages, etc. En plus, on est sur, quand on a un Vulcain en face, c'est pas impossible qu'il y ait des personnages qui meurent de votre côté relativement rapidement. On est dans une logique de je vais reprendre l'initiative, je vais pouvoir m'amuser, et là, ça tombe, et là, c'est la catastrophe. Ouais, non, c'est vrai que c'est une carte qui est assez structurante, en fait, je pense plus pour des decks qui vont à l'agression rapidement, Ouais. que pour des decks qui vont temporiser, et des coteries qui vont temporiser. Mais moi, c'est vrai que c'est une de mes cartes préférées. Et la dernière que je préfère, c'est le Mur de Flamme. C'est une carte qui joue en fin d'activation. Et vous allez désigner jusqu'à 5 cases qui sont collées les unes aux autres, et vous allez créer un mur jusqu'à la fin du tour. C'est-à-dire que ces cases que vous avez désignées vont devenir obstruées. Donc, vous ne pouvez pas les traverser, et vous ne pouvez pas avoir de ligne de vue à travers. Encore une fois, c'est un outil que j'apprécie énormément pour protéger tel ou tel personnage. Vulcain quand il part en avançant, plutôt un Kevan ou une Belize quand ils sont en retrait, pour éviter, parce que c'est des châssis très fragiles, donc pour se protéger de l'avancée de quelqu'un, ou d'un tir, parce que on va voir chez les Aether entre autres, il y a des tirs qui ont 10 de portée, hein, parce que ici la portée c'est 6, mais les Aether c'est 10. Donc vous voyez qu'il y a quand même du danger, et en fait le fait de pouvoir la jouer en fin d'activation vous permet de faire le mouvement et vraiment de vous protéger après. Donc on complètement. n'oublie pas, on est sur un plateau qui est hexagonal, donc vous avez 6 cases autour de vous et autour des différents personnages. Là, on vous donne la possibilité d'en bloquer techniquement 5. C'est ça. Voilà, donc c'est tout sauf anodin, que ça soit pour des lignes de vue, mais aussi pour attraper des personnages au corps à corps, tout simplement. Oui. Donc c'est voilà, jouer un petit peu plus en interaction avec la carte. Et on n'oublie pas que justement sur ce genre de jeu, on a tendance à avoir des choses habituelles de mécanique de dégâts, de dot, on va dire de blast ou autre chose, et on a assez peu de mécaniques en général auxquelles on s'attend qui impactent notre mouvement et typiquement ce genre de choses. Donc c'est pas la première carte qu'on voit. On se souvient tout à l'heure qu'il y avait déjà des capacités pour réduire le mouvement adverse. Donc si le mec on lui dit tu bouges pas et en plus j'ai fait un mur autour de moi, donc il va falloir faire le tour pour attraper la dernière case qui est dispo, ça commence à être technique d'attraper les personnages, qui plus est quand c'est en fin d'activation. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi pour l'instant on en a parlé beaucoup défensivement, mais offensivement aussi. C'est-à-dire qu'on peut envoyer un personnage pour couper la retraite d'un personnage clé adverse,
Et une fois qu'il est bloqué, le personnage, ben, il a beau s'activer Ouais. et faire ce qu'il veut, il pourra pas s'enfuir de la deuxième activation. Donc c'est vraiment un outil polyvalent et que j'aime beaucoup parce que bon, ça apporte du contrôle sur le champ de bataille. Maintenant, si je te demande quel est ton personnage, ton top personnage. Alors déjà pas Vulcain parce qu'il m'a trop lavé, mais honnêtement, Ça c'est pas objectif ça. On ne m'a pas demandé un top objectif, C'est donc vrai. je donne un top. J'avoue. Voilà. Donc moi honnêtement, je pense que c'est plutôt Asha Ouais. parce que en fait pour pas mal de raisons. Déjà son coup en point fait que elle peut d'un point de vue création de liste, et je parle pas d'optimisation, je parle juste de création de liste au sens des restrictions de 20 points, rentrer dans à peu près toutes les listes si vous avez quelques points en rab. Et deuxièmement, c'est un personnage qui joue un petit peu sur tous les tableaux, c'est-à-dire le tableau, on va dire, de corps à corps classique, de dégâts directs, des mécaniques de blast et des mécaniques de brûlure. Et donc en fait, ça fait un personnage qui peut rentrer au final un petit peu dans tout. Ouais, totalement en fait. Et je suis assez d'accord avec toi. qui marche très bien à la synergie. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça fait partie, à l'inverse des autres personnages qui sont quand même relativement, enfin, les personnages un petit peu plus structurants qui sont quand même relativement chers, ça permet aussi, je pense, si on a besoin de donner un petit peu de chair à canon pour temporiser. Ouais, et à la limite, c'est pas dramatique. Au pire, c'est 2 points. Si ça vous permet d'en économiser 3, 4, voire 8 derrière, deal, c'est ok, quoi. Ouais, non, complètement, je suis assez d'accord avec toi, même si, bon, moi, mon cœur est Alors déjà toi, je vais te acquis. demander quel est ton personnage préféré, hormis Vulcain. Vulcain, du coup. Non, Vulcain, c'est vraiment, pour moi, le personnage que je prends le plus de plaisir à jouer. En fait, le fait qu'il coûte cher, qu'il tape fort et qu'il soit fragile, sont pour moi 3 arguments qui vont dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est... Alors oui, évidemment, quand votre adversaire découvre le jeu, c'est extrêmement fort. Mais quand on arrive à jouer, parce que bon, pour le coup, on a fait des centaines et des centaines de tests, Rouchan contre, par exemple, contre Nico, contre Pride, il sait ce que fait Vulcain. Et du coup, c'est ça qui est hyper intéressant avec lui, c'est comment arriver à rentabiliser ces 8 points investis. Alors, en soi, il n'y a pas de problème, hein, il est très fort, il a fait beaucoup de détaillité, mais il est très faible, et il est... Défensivement, oui, très faible, pardon, défensivement, évidemment. Et il est contrable, c'est-à-dire qu'on peut se mettre hors de portée, on peut essayer de le gérer différemment. Et pour moi, c'est un des persos qui demande peut-être le plus de maîtrise pour être joué correctement, et c'est pour ça que, personnellement, je l'adore. Du coup, on a abordé toutes les mécaniques qui sont propres à la faction Rouge Sang, que ça soit les mécaniques globales de la maison, les personnages, leurs cartes, les cartes par défaut qu'on retrouve dans le deck. Est-ce que tu peux nous faire, toi qui as un petit peu plus de recul, pour pas dire infiniment plus de recul que nous tous sur le jeu, ta vision de cette maison dans le jeu par rapport à... On va pas parler de méta tout de suite, mais comment ils se positionnent, quels sont leurs points forts, leurs points faibles, et est-ce que tu recommanderais typiquement ce genre de maison à des joueurs qui débuteraient? Alors, on va parler uniquement des 4 factions de départ qui seront disponibles lors de notre financement participatif, qui pour rappel est sur Game On Tabletop. Contre les Guild, c'est un match-up assez équilibré parce que c'est deux maisons, enfin pas deux maisons, parce que les Guild ne sont pas des mages, c'est 2 bandes qui sont relativement similaires, moyennant quelques détails, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir beaucoup d'étalité, et ils ont des châssis, on va dire, pas très tanky les deux. À part une exception chez les Guild, on a un personnage qui s'appelle Eric, qui est quelqu'un de très tanky, mais les Guild n'a pas de souci particulier à sortir un mage, et un mage, Rouchant, n'a pas de difficulté à sortir un perso de les Guild. Donc ça va jouer vraiment au détail et à l'activation près, sachant que les Rouchants partent un peu derrière, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un personnage chez les Guild qui s'appelle Cyrus, qui est un très bon personnage pour marquer des points de scoring, voilà, qui va raffiner des faits, etc. Donc, contrairement à tout à l'heure où on disait il y a Kevin qui va faire des dégâts sur le temps, lui, il va scorer tous les tours beaucoup. Très vite, ouais. Donc, il va falloir aller le récupérer très vite. Pour moi, c'est un match-up quand même qui est assez équilibré dans l'ensemble, moyennant évidemment les compositions de deck, c'est très important. Contre l'échange d'esprit, je pense que les Rouchons ont un avantage, parce que vous n'avez pas encore les règles spécifiques d'échange d'esprit que vous aurez plus tard, mais la règle de canalisation compte totalement une des règles défensives les plus fortes d'échange d'esprit. Donc de ce point de vue-là, ils ont quand même l'avantage, même si il y a des mécaniques pour s'en sortir. Je pense que le Rouchant a un avantage. Pour la voie véritable, c'est relativement compliqué parce qu'on est face à une faction qui est très résiliente.
Et du coup, comme le fait de sortir des personnages du jeu fait partie intégrante de notre manière à nous, en Ouais. tant que couchant, de scorer, c'est très dur de passer 2-3 tours à sortir un personnage. En fait, on prend beaucoup de retard en termes de score. Donc, c'est pas impossible, hein, clairement pas. Il y a beaucoup de manières de le faire, mais c'est compliqué et c'est très influencé par, encore une fois, votre coterie, le Ouais. choix que vous avez fait et votre choix de deck. La présence de Vulcain. Ou pas. Et du coup, en fait, le dernier, c'est le match miroir entre une maison rouge-champ et une maison rouge-champ. Pour le coup, c'est évidemment très compliqué. C'est du 50-50. On va arriver sur du 50-50, moyennant, c'est toujours pareil, en fait, la composition de notre coterie, nos 20 points, comment on les investit. Et encore une fois, si on tourne un deck autour de la règle de brûlure contre un deck qui va jouer plus sur l'agression directe, j'aurais tendance à donner vainqueur l'agression directe parce que la brûlure aura 0 effet. Donc, c'est très compliqué à se prononcer, mais mine de rien, comme il n'y a pas beaucoup de facultés à résister, à tanker dans ces factions, même, Très punitif. ouais, c'est ça, même une attaque 6 relançable suffit à sortir un petit mage, suivant les dés. Donc, je pense que c'est 50-50, et suivant les decks, évidemment, avantage aux dégâts directs qu'à la brûlure qui est inefficace contre la maison rouge. Et du coup, un petit mot de fin concernant la faction rouge sang et les différentes possibilités qu'on peut avoir vis-à-vis de tout ça. Bah, c'est une faction, même si les règles nous forcent à jouer dans l'agression, hein, on marque plus de points quand on retire des personnages, je vais pas le rappeler à chaque fois, mais qui offre énormément de possibilités de jeu. On a déjà vu très succinctement 3 archétypes différents. Jouer quelque chose qui va à l'agression, avec du Vulcain, avec potentiellement Eldana, Asha, qui vont à l'agression, buffer. On peut avoir en deuxième tout ce qui va tourner autour de la brûlure, avec en pièce maîtresse pour l'instant Kayvan. Donc générer 30 de brûlure. Jouer plutôt sur le late game, temporiser, jouer en fin de partie, bloquer l'adversaire, tout en maintenant un scoring. Et enfin, on peut jouer avec Oros et Belize autour des blasts, le petit duo autour des blasts. Donc quelque chose de plutôt mid-range, quelque chose qui va impacter en milieu de table, donc on va devoir quand même se rapprocher, mais pas totalement aller au corps à corps, parce qu'on rappelle, toutes les cartes ont une portée de 6. Et en fait, ça, là on a 3 archétypes, sachant qu'on peut les mixer entre eux aussi, ce qui nous offre beaucoup finalement de possibilités de la jouer, et moyennant 1 ou 2 cartes qu'on va changer dans notre deck, renouveler l'ensemble de notre façon de jouer en fait. Et du coup, même si, évidemment, on va pas se mentir, on se dirait sur quelque chose de potentiellement aggro. Pas très tendre. J'aime pas le dire aggro, mais bon, Pride a décidé que c'était aggro, même si je suis pas fan. Je suis pas un joueur aggro, mais a priori si. Du coup, c'est quelque chose d'aggro, mais avec beaucoup de subtilité, où on peut quand même jouer pas mal de choses différentes. Ben écoute, merci beaucoup pour cette belle présentation concernant la maison des Rouges Sang. Ben, merci à toi. J'espère que tout ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, alors d'habitude je dis si vous avez des retours et que vous n'êtes pas d'accord, là c'est compliqué. Non, si vous avez des questions concernant des points qu'on aurait vus de manière peut-être un petit peu rapide, éventuellement des interrogations, etc., n'hésitez pas en commentaire. Cet individu va passer jour et nuit à répondre à toutes les questions, n'est-ce pas? Avec grand plaisir. Bien sûr. En tout cas, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu et je vous dis salut, salut!